Bonjour à tous, bienvenue. Oh pardon, c'est l'antenne. Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin, Bretagne. Allez, c'est parti pour 52 minutes d'émission en chanson, vous l'avez compris. Si vous êtes fan de Brassens, venez écouter son splendide répertoire dans le plus gros festival Brassens au fil de France. La balade avec Brassens, c'est 70 groupes qui chantent le Grand Georges jusqu'à dimanche à Rennes et dans la métropole rennaise. Nous recevrons deux des organisateurs de cet événement, Jean-Pierre Letondu et Serge Blouin. C'est l'occasion d'évoquer aussi l'amour de Brassens pour la Bretagne. Autre balade, celle que nous proposera ce matin notre guide nature Pierrick Gaveau. Une randonnée au Vivier-sur-Mer avec vue sur la splendide baie du Mont-Saint-Michel, visite des bouches chauds et pourquoi pas dégustation de moules. Il nous mettra l'eau à la bouche tout à l'heure. Cette rentrée, ce sera également l'occasion de découvrir de nouveaux mots bretons avec Maëlle Le Guenec, mais ce sera aussi le moment de parler du don de soi, le thème retenu par notre philosophe maison Karl Brozek, qui nous donnera également un coup de cœur cinéma pour cette semaine. Et pour reprendre cette rentrée en douceur, on visitera avec Sylvie Denis l'univers du poète ferrailleur à 2 pas de Ploërmel dans le Morbihan. Voilà, c'est maintenant l'heure de la météo, ma chère Catherine. Bonjour. Oui, bonjour Laurence. Il va faire beau tout ce week-end, en tout cas pour vos promenades, vos balades. Mais en tout cas, parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage. Merci. Voilà, il va pleuvoir maintenant. Elle est trop forte. Allez, autant de bonnes raisons de rester avec nous dans la joie et la bonne humeur. N'oubliez pas vos questions, vos réactions, on les attend sur la page Facebook de France 3 Bretagne où cette émission est diffusée en live. Vous le voyez, on a la pêche. Suivez-nous, on se retrouve tout de suite. Bienvenue à vous en cette matinée de rentrée, de semaine de rentrée. J'espère que tout s'est bien passé jusqu'à ce vendredi matin. Nous allons passer 52 minutes ensemble avec un homme qu'on adore, c'est Georges Brassens. Il sera un petit peu le fil rouge de cette émission, une émission un peu spéciale. On reçoit ce matin Jean-Pierre Letondu et Serge Blouin. Bienvenue à vous. Vous êtes co-organisateur de la 8e édition du plus grand festival Brassens au fil de France qui se tient en ce moment dans la métropole rennaise. Eh oui, Brassens en Bretagne. Brassens en Bretagne. On verra un peu plus tard dans cette émission justement les liens très forts qui unissent le chanteur avec notre belle région. Cet événement, c'est devenu un événement musical populaire incontournable. Et justement, on avait envie, nous, ici sur ce plateau, de tester un petit peu nos connaissances sur ce grand monsieur de la chanson. Alors, je vous invite aussi, évidemment, Karl et Maëlle à participer au petit quiz qui va suivre. Allez, on est parti. Dans quelle ville Georges Brassens est-il né ? 7. Oh, vous êtes trop fort. Allez, 7, hop, à l'unanimité. Terminez cette phrase. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache. Déguisée en fleur. Yes. Bravo. Ah, vous êtes fort. Hein. Avec quel chanteur célèbre a-t-il interprété Petit Oiseau ? Patachou ? Non. Non. Je sais pas. Tic-tac, tic-tac. Bah, vous savez pas. Petit oiseau. Petit Oiseau. Ah bah, c'était avec Catherine, peut-être ? Non, non. Carlos, non pas Carlos. Charles Trenet. Charles Trenet. Vous pouvez participer, vous aussi, chez vous, à ce petit quiz, n'hésitez pas. Georges Brassens a déserté pendant son service militaire. Vrai ou faux ? Je crois qu'il n'a pas du tout fait... Si, il a fait le STO, il a fait le service du travail obligatoire en Allemagne, mais il n'a pas déserté. Ah bah si, apparemment, il a déserté un petit peu quand même. Bon, à vérifier. Si vous en savez plus que nous, on ne sait jamais. Oui, vous saviez ça ? Qu'il avait déserté ? Non, je ne connais pas très bien, moi, la vie de Brassens. Vous ne connaissez pas bien la vie de Brassens ? Bon, mais vous êtes passionné quand même. Je suis passionné. Combien de fois Georges Brassens a-t-il fait l'Olympia ? Oula, je ne m'y risquerai pas. Moi non plus. Non, non. Elle est fière, Laurence. Elle nous pose des codes. Ah bah moi j'avais répondu, alors c'est facile. Hein. 5 fois, monsieur Brassens. Ouais, c'était pas le lieu qu'il a fait le plus, je crois que c'est Bobino. C'est Bobino, c'était sa salle favorite. Ouais, Bobino, c'était sa salle favorite. Est-ce que vous avez une chanson préférée de Brassens les uns les autres ? Oui. Allez, dites-nous. Supplique pour être enterré à la plage de Sète. Très que je connais par cœur. Du début à la fin, je la trouve extraordinaire cette chanson, extraordinaire. Fallait pas répondre. Je sais pas jouer. La Camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un zèle imbécile. Alors cerné de près par les enterrements,
J'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicile. Et je vais pas continuer parce que après Catherine, on va pas faire pleuvoir plus que tout le week-end. Soit... Pas spécialement. Il n'ose plus rien dire. Allez, champion. J'aime bien. Voilà. J'aime bien. Ok. Serge, vous, c'est laquelle? Je dirais l'orage. Ah. L'orage. Oh, mais oui, forcément. Comme Catherine. Pareil. Ah, Catherine aussi. Ouais, Catherine aussi. Et vous? Je pense que le parapluie, qui est le thème de cette année, est une de mes chansons préférées. Alors vous retenez chaque année donc un thème. Un thème précis. pour l'affiche dans un premier temps, et après on essaie maintenant de mettre un peu de décor, etc. Montrez-nous cette belle affiche d'ailleurs. C'est une belle affiche. Alors. Montrez-nous ça, effectivement, le parapluie coloré de Georges Brassens, en effet, magnifique. Donc réalisé par Quentin Château, donc un étudiant quand même de l'ISA à Rennes. À Rennes. Eh oui. Voilà. Bon, bah écoutez, on parlera du festival tout au long de cette émission. On va d'abord rejoindre, si vous voulez bien, Sylvie Denis, qui nous emmène chez le poète ferrailleur. Vous allez voir, c'est très très beau. On est près de Plohermel. Alors voilà, on va retrouver tout de suite. Sylvie, c'est dans le pays de Brocéliande, à Lourdes. Bonjour Laurence, alors pour refermer cette semaine qui finalement a été placée, il faut bien le reconnaître, sous le signe de la rentrée scolaire, on a parlé de fournitures, on a parlé d'emploi du temps, et bien nous on a décidé de partir à la rencontre de quelqu'un qui a décidé de la faire buissonnière, cette école. Il s'appelle Robert Coudray, on le connaît aussi sous le nom de poète ferrailleur, on est dans son univers. Bonjour. Poète. Bonjour poète, oui. En même temps je peux vous appeler poète, puisque c'est le vocable qui vous détermine le plus. Vous êtes là encore en train de travailler, on n'est pas dans un musée. On n'est pas dans une attraction touristique, on est vraiment dans votre univers. Oui. Et du coup, oui, cet univers-là, il est né du plaisir d'aller dans les décharges publiques récupérer des objets, de souder, de les assembler. Et puis, j'en ai fait des machines animées. Qui bougent et qui font du bruit, c'est ça qu'on entend? Là, il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui. Ça, c'est quoi? C'est des demi-barriques? C'est une éolienne qui est faite avec des demi-bidons, oui. Ouais. Et du coup, il y a 70 machines ici. Et puis, à un moment donné, m'ennuyant à faire ces machines, je me suis mis à faire... une tour, comme il n'y a pas grand monde. Vous appelez ça une tour? Moi j'appelle plutôt ça une super jolie méga canon cabane. Hein. Ouais, si tu veux, c'est une cabane. Ouais. On peut monter dedans éventuellement? On pourrait monter, mais le public ne monte pas. Ouais. Et là je vois des camarades qui travaillent sur le petit muret sur lequel vous étiez. Là c'est pareil, il y a toujours une histoire derrière tous les trucs qu'il fait Robert en fait. Tu vois, ça c'est des histoires de bouteilles qu'on allait jeter, on a un bar maintenant associatif, et puis on allait jeter les bouteilles, et puis à un moment donné, je me suis dit, attends, je vais les récupérer, et c'est devenu 1 mètre de muret, 2 mètres, et aujourd'hui on est à 40 mètres de muret de bouteilles. Mais c'est plus qu'un muret, c'est quand même vachement canon, c'est super beau ça. C'est beau. Hein, c'est digne d'un designer. Hein. L'idée c'est toujours de récupérer les objets, les transformer, leur donner un autre usage, mais surtout faire quelque chose de beau en fait, qui soit harmonieux. Le lieu, je voudrais qu'il soit beau. Là, on est dans un lieu qui déjà vous semble, alors peut-être pas abouti, mais avancé ou pas? Non, il n'est pas abouti. Je pense qu'il y a encore pour 10 ans de boulot, 15 ans. Ça dépend de ma vieillesse. Pour le moment, j'ai encore du temps. On est vraiment aux prémices du village alors? On va dire qu'on est au milieu, quoi. Ouais. Ça, c'est quoi? C'est un petit isoloir? Salut le chien. Ça, c'est un endroit pour se poser, pour demander à la vie. Ça, c'est... Là, tu te poses. Tu demandes, la vie fait les choses. Ok. Et tu travailles à côté. Est-ce qu'il y a du sens dans tout ça? Hormis le plaisir que vous avez à le faire, est-ce qu'il y a, il y a quelque chose derrière? Le but n'est pas de créer pour créer, le but est de créer et de donner envie aux gens de vivre leur propre vie, leurs propres talents, leurs propres aspirations, d'aller au bout de leur vie, de leurs rêves, et d'inviter à ça. Vraiment, c'est ça l'objectif pour moi. De faire de sa vie quelque chose de beau, parce que le monde en a tellement besoin dans les temps qui courent. Donc autant donner notre petit parfum, notre fleur, pour que ça change. La vie est belle quand même. La vie est belle et difficile pour beaucoup. Ouais. Bon. J'ai envie de la rendre belle. Je trouve que déjà vous mettez une belle pierre à cet édifice-là. C'est mon boulot. Merci Robert. Merci à toi. Si vous venez, vous aurez peut-être la chance en plus de le croiser. C'est ça le problème, c'est qu'en fait il est tout le temps sollicité. Alors vous lui parlez, puis pendant ce temps-là, il n'arrive pas à travailler. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous invite vraiment à venir voir cet univers qui est absolument incroyable. C'est très beau, c'est très poétique, tout ce qu'on aime. Merci Sylvie. Oui, tout ce qu'on aime, là je vous confirme, c'est vraiment splendide. On se retrouvera un petit peu plus tard dans cette émission. Karl, vous aussi, vous êtes un philosophe, mais pas tout à fait du même genre que M. Coudray, mais un autre style. Vous allez nous présenter chaque semaine un exercice philosophique à pratiquer au quotidien. Alors aujourd'hui, on va parler de l'action morale de Kant.
C'est bien ça? Oui, absolument. On va commencer par un exemple concret. Est-ce que, comme moi, quand vous êtes en voiture, vous êtes énervé, agacé, chaque fois que vous faites une petite politesse, vous laissez passer une voiture et la personne ne vous fait pas un petit coucou, un petit merci? C'est ce qu'il y a de pire. Moi, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire qu'on se dit tout d'un coup, mais il pourrait dire merci, ce gros crétin là. Non, mais c'est incroyable. Et ça peut foutre en l'air comme ça quasiment une journée. Pourquoi est-ce qu'on a ce réflexe d'être énervé quand on n'a pas ce merci, cette politesse? Tout simplement parce que nous avons tous un besoin de reconnaissance. On a besoin d'être reconnu pour ce qu'on est. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait quelque chose et qui attend une récompense. Et ça, c'est quelque chose qui est typique de nos sociétés. Aucun de nos actes n'est gratuit aujourd'hui. Quand on fait quelque chose, c'est qu'on en attend un remerciement, quelque chose en retour, quelque chose qui va pouvoir éclairer un petit peu notre journée. Et c'est un état de fait que Emmanuel Kant, philosophe du XVIIIe siècle, philosophe allemand, a énormément étudié. Pour lui, si on veut vivre bien, si on veut vivre mieux, eh bien, il faut justement désapprendre ce réflexe d'attendre quelque chose en retour de nos actions. C'est quand même difficile de ne pas attendre un sourire, un merci. Oui, c'est vrai. Naturel quand même. C'est vrai que ça a l'air naturel, ça paraît naturel, mais c'est une sorte de conditionnement. Et même, c'est un petit peu piégeant, cette société où eh bien, je pose un acte, mais j'attends un acte en retour. L'exemple qui me paraît le plus probant, c'est cette fameuse loi Coluche. Je ne sais pas si vous connaissez cette loi Coluche qui existe depuis les années 80 en France. En fait, selon la loi Coluche, quand vous faites un don à une association caritative, Restos du Cœur, Amnesty International, etc., eh bien, c'est déduit de vos impôts. Vous pouvez le faire déduire de vos impôts. Et ça, c'est une situation qui aurait énormément gêné Kant. Pourquoi? Parce que c'est une mesure incitative, le résultat est formidable, mais dans l'intention, c'est quand même un petit peu pourri. L'intention est mauvaise, parce que je donne aux autres pour pouvoir avoir quelque chose en retour. L'action devient une action désintéressée et ce n'est plus quelque chose qui est de l'ordre du don de soi, mais de l'attente d'un intérêt. Donc, en gros, Kant dit que toutes nos actions partent d'une intention égoïste. C'est un peu ça. C'est pas très flatteur, quand même. Oui, c'est vrai. Oui. Et pour Kant, Kant était un peu une sorte d'évangéliste de l'absolu, comme ça. Et vraiment, pour Kant, ce n'est pas le résultat de l'action qui compte, mais c'est son intention qui compte. Kant, c'est moi, Kant, c'est lui. Kant parle beaucoup de ce qu'on appelle l'impératif catégorique et qui consiste à dire donner pour donner. Vous savez, comme cette chanson de France Gall, donner pour donner. Oui, tout simplement parce que si on se base uniquement sur les résultats, on est sur une philosophie utilitariste. Kant dit qu'importe le résultat. Il faut donner pour donner, il faut considérer l'autre non pas comme un moyen d'obtenir quelque chose, une reconnaissance, un merci, une médaille pour ma bravoure, mais il faut considérer l'autre comme une fin en soi, c'est-à-dire mon égal. Donc, l'exercice philosophique que je pourrais vous proposer aujourd'hui, c'est d'être un petit peu kantien dans vos actions. Dans les jours qui viennent, chaque fois que vous faites quelque chose de gentil vis-à-vis de quelqu'un, demandez-vous si vous le faites pour la personne ou si vous le faites pour vous. Est-ce que vous le faites de façon totalement inconditionnelle, totalement gratuite, ou bien est-ce que vous le faites pour vous, de façon plus ou moins égoïste? Ce que je vous demande de faire, c'est, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, faites le bien autour de vous. Mais n'en attendez strictement rien en retour. Chaque fois qu'une voiture passera devant vous parce que vous l'avez laissé passer et que la personne regardera ailleurs, dites-vous, c'est formidable. Pas de récompense, je suis heureux de l'avoir fait parce que je l'ai fait. Faire la chose pour faire la chose, faire le bien pour le bien. Et pour terminer sur une petite citation de Brassens, Brassens avait écrit une très belle chanson qui s'appelait Les trompettes de la renommée. Et dans cette chanson, il parle de son œuvre, de ses propres chansons. Il dit « Si le public en veut, je les sors dardard. S'il n'en veut pas, je les remets dans ma guitare. » C'était ça, le don de soi. Je vous donne mes chansons, à vous le public, faites-en ce que vous voulez, que vous aimiez, que vous n'aimiez pas. Moi, ça ne m'intéresse pas, je vous les ai donnés, c'est un don de soi, c'est un don de mon œuvre. Soyez un petit peu comme Brassens et comme Kant, pourquoi pas? Waouh. Bon, voilà, ça pose les bases. Donc, du coup, en gros, je vous dis pas merci. Oui, c'est ça que j'allais dire. Détournez-vous, ne me dites absolument pas merci. Vous, les téléspectateurs, partez ailleurs quand je parle, parce que de toute façon, j'ai fait ma chronique, je suis content de l'avoir faite. C'était le don de soi. C'était beau. Merci beaucoup, Karl. Allez, on va parler... Oui, Karl, pas Kant. Non, pas Kant, non, moi, je ne me trompe pas. On va maintenant aller retrouver Brassens, justement, dans un reportage qui a été concocté par Gilles Lemorvan. C'est dans la série, la magnifique série À travers champs. La Jeanne, son auberge est ouverte aux gens sans feu ni lieu. On pourrait l'appeler l'auberge du bon Dieu. Nous sommes en 67, Brassens a 46 ans.
Désormais, il est un grand de la chanson française, mais il n'oublie pas d'où il vient. Il n'oublie pas la Jeanne qui, pendant les années de Vache Maigre, lui a offert le gîte et le couvert. J'étais bien là, chez Jeanne. On avait une espèce de vie de bohème. On vivait de peu. On était en marge des modes, en marge des grands événements. Tout ça, c'était quand même, je dirais pas une oasis, parce qu'on n'était pas si bien que ça. C'était une espèce d'îlot, un îlot un peu déshérité, je dois dire, mais c'était quand même une espèce d'îlot dans lequel j'avais pris l'habitude de vivre et où je me trouvais bien. L'îlot, c'est l'impasse Florimond à Paris. C'est donc ici, chez des amis de sa tante, que pendant la guerre Brassens trouve refuge pour échapper au STO. Au milieu des chiens, des chats, de toute une ménagerie, il est recueilli par Marcel et Jeanne. Il est auvergnat, on connaît la chanson, elle est bretonne, de l'envolon. Georges va écrire ici ses premières, un ritournelle. Et si Marcel a un penchant pour la bouteille, Jeanne a un penchant pour Georges. La Jeanne. Les mauvaises langues disent que la Jeanne bretonne, parce qu'elle était jeune à ce moment-là, hein, ne s'est pas laissé, s'est laissé peut-être apitoyer par ce beau jeune homme qu'il était, quoi. Bon, je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'il y a eu entre eux, mais elle a nourri, blanchi, logé pendant toute l'occupation. Et ça, il ne pouvait pas l'oublier. Les années 50 arrivent, Brassens commence à se faire un nom, à placer ses chansons, mais il reste fidèle à l'impasse Florimond, dont il améliore peu à peu l'ordinaire avec ses premiers cachets. Si les jolies filles viennent lui tourner autour, Jeanne est jalouse, mais ils restent tous les deux complices. En 56, quand en voulant attraper un chat, elle se casse le col du fémur et décide d'aller se requinquer en Bretagne, Georges l'accompagne. On entend une voiture qui arrive à côté de la maison. La belle déesse, puisque c'était les premières déesses, et le chauffeur, Monsieur Brassens. Ah, ça fait du bruit dans l'Anderdau, je vous dis pas. Tout le monde à Paimpol était en train de dire « Oh !» parce qu'à ce moment-là, il était au sommet de sa gloire. Jeanne s'était amourachée de Brassens. Brassens va désormais s'amouracher de la Bretagne. Il prend l'habitude de venir de temps en temps près de Paimpol en vacances et finit par demander à Michel de lui trouver un pied-à-terre. Oui, il y avait longtemps que je cherchais une maison en face de la mer. Je l'ai trouvée à Les Ardrieux, là, en face du Trieux. Il me plaît beaucoup. Je suis bien ici, je me plais ici. Je vous dis, je me sens tout à fait chez moi. Alors quand je me sens chez moi, je me sens entouré d'amis. Ça facilite l'inspiration. Mais avant de s'acheter une maison en Bretagne, Brassens avait aussi fini par quitter l'impasse Florimond. Depuis longtemps déjà, il s'était fait tout petit devant une autre femme. Et sur la fin, Jeanne, de 30 ans, son aînée, n'avait plus toute sa tête. Qu'importe, la Jeanne avait aidé Brassens, et un petit peu plus si affinité, et Brassens avait rendu la monnaie. On la paie quand on peut, des prix mirobolants. Un baiser sur son front ou sur ses cheveux blancs. Un semblant d'accord de guitare. L'adresse d'un chat échaudé ou d'un chien tout crotté comme pour boire. La Jeanne. Magnifique reportage de Gilles Le Morvan. Vous voyez, est-ce que la Jeanne était totalement désintéressée? Peut-être pas, Karl. On ne sait pas, on ne sait pas. On va se tourner vers vous, Jean-Pierre Letondu et Serge Blouin. Vous faites partie des organisateurs du festival La Balade avec Brassens qui se tient depuis mercredi et jusqu'à dimanche à Rennes et dans la métropole. On a envie de vous demander d'abord comment est née cette manifestation. Donc c'est la 8e édition déjà. Oui, comment c'est né? Alors il s'agit de l'histoire de Michel Tanot, journaliste à Ouest France, qui est muté à Rennes de mémoire en 2003. Et qui achète une maison tout près d'une promenade Georges Brassens, mais lorsqu'il achète la maison, il ne sait pas que cette superbe promenade se nomme ainsi. Et il est membre d'une association qui s'appelle Les Coquins d'Accord, une association des Côtes d'Armor, avec François Budet et René Laure comme à leur tête. Et ces passionnés de Brassens aimeraient bien organiser quelque chose, un petit événement. Et Michel découvre cette promenade Georges Brassens, et va voir du coup l'élu de quartier en lui proposant de faire une fête sur cette promenade Georges Brassens, une belle promenade de 650 mètres de long quand même, qui peut accueillir beaucoup de monde. Et il en parle avec donc Madame Mireille Massot, qui accepte tout de suite le projet.
Il y a juste une petite difficulté, c'est qui va pouvoir organiser cette manifestation avec Michel. Et c'est à ce moment-là qu'une nouvelle association voit le jour sur le quartier Francisco Ferrer, Landry-Poterie, qui s'appelle la Maison du Ronceret, qui est un tout nouveau centre socioculturel qui n'ouvrira officiellement que le 1er janvier 2005. Mais l'association est créée début 2004. Et les membres de l'association La Maison du Ronceret vont donc aider à la création de la balade avec Brassens. Et puis c'était parti, quoi. Et Première édition en 2004 2004, oui. Et Michel Tano a donc un ami aussi au sein de la rédaction de Ouest France, qui est musicien chargé aussi de la partie musicale pour Ouest France, qui s'appelle Alain Bessec. Et le duo va donc se lancer avec l'aide de Ouest France, puisque de grandes publicités paraîtront dans toutes les éditions de Ouest France, la balade avec Brassens, ce qui en a fait tout de suite son succès, parce qu'effectivement, le retentissement a été sur tout le Grand Ouest, quoi. Alors, le succès, il vient aussi des bénévoles, parce que c'est vraiment un festival qui s'appuie vraiment sur les bénévoles. Sur des habitants, hein. Nous sommes 160 bénévoles cette année à s'occuper de ce festival-là. On est au sein d'un petit comité de pilotage quand même, on est presque 20 cette année. Ça grossit toujours, il y a toujours de plus en plus de passionnés à vouloir faire partie de l'équipe. Et on est aidé bien sûr par des techniciens de la ville de Rennes, de la direction de quartier et de la Maison du Ronceret pour mettre tout cela en musique. Alors vous, Serge, vous êtes un passionné aussi, hein, vous avez... Alors moi j'ai connu la balade Brassens en allant chanter le dimanche. J'ai participé à plusieurs éditions en tant que chanteur. Et à Rennes, et aussi à Saint-Brieuc. Ah oui, parce que c'était en alternance, Rennes et Saint-Brieuc, une année sur deux. Et petit à petit, je suis rentré dans le comité d'organisation, dans le comité de pilotage. Voilà, et depuis, on est très impliqués, puisque ça fait chaque fois, c'est quasiment 1 an de boulot pour arriver au final cette semaine. Alors ça a évolué, hein, au début... C'était sur moins de jours que maintenant. Oui, là, la journée du dimanche au départ. Oui. Voilà, vous arrivez à 5 jours aujourd'hui. 5 jours, oui. C'est quand même pas rien à organiser. Qu'est-ce qui fait l'ADN de ce festival, la spécificité réellement? Alors, dans l'ADN, il y a effectivement tous les passionnés de Brassens qui souhaitent chanter, se produire. Hein. Parce que l'idée, c'est ça, hein, c'est des concerts. Voilà. 70 groupes 70 groupes le dimanche, mais on a aussi 25 groupes qui vont se produire dans Brassens en bar le vendredi soir, donc ce soir et demain soir. Hein, donc 18 lieux de concerts pour Brassens en bar. Et la nouveauté aussi, donc, qui date de 2014, c'était de chanter pour nos aînés, comme on disait, dans les EHPAD. On a commencé avec 3 maisons de retraite en 2014, 6 en 2016. On était à 9 cette année. Et là, c'est vraiment super aussi. Hein. On a... vraiment envie de faire plaisir à nos aînés qui, eux, ont connu Brassens, parce que c'est leur génération. Et on voit le succès que ça peut avoir. Hein. Hier, je suis allé dans un lieu sur la Mabillé, et il y avait des résidents d'une autre maison de retraite qui étaient là également, en se disant, mais j'espère qu'on pourra accueillir, nous aussi, dans notre maison de retraite, en 2020, un groupe pour faire plaisir à tous nos aînés. Eh bien, un joli programme. On reviendra tout à l'heure encore sur Brassens, forcément. Hein. Vous avez une chanson préférée, vous, Serge, peut-être? Le Parapluie, une chanson préférée, non? Le Parapluie, oui, c'est la chanson de cette année. Ouais. Alors, il faut savoir que le Parapluie a été écrit en 1946 pour... même c'est moi qui vais vous poser une devinette. Pour qui a-t-elle été écrite, cette chanson? Le Parapluie. Pour quelqu'un qui est né la même année et le même mois que Georges Brassens, c'est-à-dire en 1921, octobre 1921, et qui est décédé pile poil 10 ans après. 10 ans après. Donc, Yves Montand. En 1946, cette chanson, Le Parapluie, a été écrite pour Yves Montand, et elle a été enregistrée pour la première fois en octobre 1953. D'accord. Ça donne quoi, le Parapluie, pour les téléspectateurs qui ne la connaîtraient pas? Allez, on vous laisse pousser la chansonnette, je vous accompagne. D'accord. Bien. Allez. Vous savez, vous, comment ça commence? Non. Il pleuvait fort. Hein. Donc, j'ai dit tout à l'heure, c'était l'orage, et l'orage et le parapluie, c'est sur les mêmes thèmes. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un, volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui offrais un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse,
D'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Je ne perdrai pas au change, pardi. Merci beaucoup, Serge Blouin, bravo. Désolée pour l'accompagnement, c'était pas au niveau, mais bon, écoutez. Merci beaucoup. Maëlle, je vous voyais sourire là, mais vous faites pas le malin, vous n'avez pas encore poussé la chansonnette depuis le début. Ça vous attend tout à l'heure à mon avis. Autant j'aime bien Brassens, autant je ne chante pas Brassens, c'est pour tout vous dire. J'avais même pensé trouver les paroles de Brassens en breton, car elles existent, elles ont été traduites par Marc Quérin, qui est d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, toujours à la recherche d'un chanteur qui aimerait bien chanter Brassens en breton, à vie. Voilà, aux amateurs, il faudra contacter Marc Quérin. Voilà. Donc j'ai cherché, j'ai pas trouvé, et je me suis dit que finalement, je vais aller casser l'ambiance et je vais parler de la rentrée. Parce que je me suis rendu compte que je vous avais jamais parlé de la rentrée en breton. C'est vrai, en plus. Alors la rentrée se dit en breton en distro skål. C'est assez simple, parce que distro, ça veut dire retour, et skål, ça veut dire l'école. Donc une fois qu'on sait dire école, on sait dire rentrée, distro skål. L'élève, parce qu'il faut bien qu'il y en ait qui aillent à l'école quand même, l'élève va se dire skoliat, ça c'est un singulier, et on parlait tout à l'heure en s'amusant des noms des animaux, car en breton il y a beaucoup de pluriels irréguliers, on parlait de la vache, dont vous parlerez tout à l'heure, saut c'est le pluriel, mais buor c'est le singulier. Voilà. Très simple. Pour l'élève, c'est un peu plus simple, c'est scoliat au singulier et scolidi au pluriel. Voilà. Bon. Le professeur Kellener, à Hellener, puisqu'il y a une mutation pour le singulier, et le pluriel, là c'est simple, c'est kellenerienne. Donc là ça va, on est sur du pluriel régulier. Alors à l'école, on apprend, apprendre se dit en breton deski. Deski, c'est plutôt assez simple. On apprend quoi? On apprend à lire, laine, deski de laine. On apprend à écrire, scrivant, deski scrivant, et à calculer, parmi autres choses évidemment, qui se dit en breton j'ai dit. Parfait. Allez, moi je suis fan des petites expressions, vous allez voir. Alors il y a déjà une façon, une tournure en breton qui est intéressante pour dire l'école buissonnière. Est-ce que vous savez comment on dit l'école buissonnière en breton? Ça se dit skål, ça là-dessus on est tous d'accord, skål à Louarn, l'école du renard. L'école du renard. C'est mignon. Oh, c'est génial. Skål à Louarn pour l'école buissonnière. Alors du coup, j'ai cherché quelques expressions sur l'apprentissage, sur la connaissance. Gwellor deski mabik bion eget dastu madu desan, ce qui veut dire mieux vaut éduquer petit-fils ou l'enfant que lui donner des biens. Ça aurait plu à Brassens comme expression, je pense. Square vad azuk bepret hat, qui veut dire bon exemple, toujours porte-grain. C'est pas mal. Et sur la connaissance, encore une, pourquoi pas. Gwellor skion egedachon, ça c'est facile à retenir. Gwellor skion egedachon, mais si. Mieux vaut science qu'argent. Waouh. Alors juste pour le plaisir des mots, il doit me rester un petit peu de temps. J'en ai trouvé deux autres qui étaient sympas au niveau de la sonorité, qui n'ont pas grand-chose à voir avec le reste, mais tant pis. Squarn deu gual gelu, squarn glei kelu neve, qui veut dire oreille droite, mauvaise nouvelle, oreille gauche, bonne nouvelle. Ah, c'est drôle, ça. Ah oui, c'est assez drôle, puisqu'en français, ou généralement dans les langues latines, la droite est considérée comme bien, la gauche comme mauvaise, et là c'est l'inverse. Moi j'aime bien. Squarn deu gual gelu, squarn glei kelu neve. Ce qui n'apporte pas grand-chose à la conversation, mais c'est plutôt sympathique quand même. Non, mais je le ressortirai à l'occasion. Voilà, je vous laisserai mes petites fiches. Pavoud, toujours sur les oreilles, parce que c'était intéressant les oreilles, j'avais pensé à la musique, hein, c'est pas venu de nulle part quand même, je vous rassure. Pavoud ar squarn glei, me le diou alei, pavoud ar squarn deu, me le diou ebiou. Qui veut dire quand bourdonne l'oreille gauche, louange à foison, quand bourdonne l'oreille droite, louange manquée. Ah oui. On réfléchit. Ça, culturellement, on ne fait pas la différence. J'ai les oreilles qui bourdonnent, ça veut dire on dit du mal de moi. Tandis que là, il y a quand même une différenciation entre droite et gauche. C'est pas mal. Dont je me suis rendu compte en cherchant ces jolies expressions. C'est marrant, ça. C'est assez étonnant. Hein. Pas vous d'arsquarn glei me le diou alei, pas vous d'arsquarn diou me le diou ebiou. En plus, ça rime, c'est pas plus mal. Hein. Je pense ça de gagner. Alors, vous savez quoi? Moi, j'ai l'oreillette dans l'oreille droite, donc mauvaise nouvelle. Donc, la script me dit, tu n'as plus de temps. C'est la mauvaise nouvelle. Et tu as fini. Merci beaucoup, Maëlle, pour ces jolis mots de rentrée des classes. Et puis, vous ne perdez pas au change pour la petite chanson à venir un de ces jours. Allez. On arrive maintenant à la moitié de cette émission et je vais tout de suite rejoindre Catherine Bossard pour le débriefing à mi-parcours
Oh, j'ai oublié la guitare. Oh, vous en avez même pas besoin. Oh, non. Alors, qu'avez-vous retenu finalement? Plutôt le côté donner pour donner ou le côté ça me bourdonne dans l'oreille? Non, mais c'est vrai que ça va me marquer. Alors, je vais faire le petit exercice quand même d'essayer de donner comme ça, sans espérer, par exemple, que la personne soit heureuse et que ça illumine ma journée. sans donner sans attendre en retour. Donner. Et c'est l'occasion peut-être aussi de parler d'un autre grand chanteur. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 personne vous le rendra. Allez, donnez, donnez, donnez. On y va. En tout cas, merci Enrico. Heureusement que Brassens, c'était pas ingrat parce qu'on l'a vu, sinon il n'aurait pas écrit l'Auvergnat. Mais bon, donc voilà. Alors je reviendrai pour la journée Enrico Macias. Parfait. Allez, dans quelques instants, on retrouvera nous, Sylvie, Denis, dans le Morbihan. Et puis on va retrouver également Pierrick Gaveau pour ses jolies idées, évidemment, de balade. Et puis les coups de cœur cinéma de Karl tout à l'heure. Mais pour l'heure, eh bien, c'est le moment de vous annoncer les titres qui seront développés dans vos éditions régionales aujourd'hui dans le journal présenté par Stéphanie Labrousse. On évoquera les premiers essais de roulage de la deuxième ligne du métro de Rennes. Nous serons ce soir également à Lorient à l'occasion de la remise de leur titre professionnel à des scaphandriers. Et puis page spéciale aussi ce soir à Ouessant pour vous faire découvrir le festival Ilophone. Voilà, allez Sylvie, maintenant on vous retrouve tout de suite. Bonjour Sylvie à nouveau. Où êtes-vous ? On est toujours dans le pays de Brocéliande et si vous venez visiter cet univers poétique de Robert Coudray, moi je vous conseille de venir plutôt un week-end, genre un vendredi, samedi, dimanche et plutôt à l'heure du déjeuner pour goûter à la cuisine du Resto des Prés et de ses herbes folles. Déjà le titre est pas mal, mais alors je vous raconte pas ce qu'il y a dans l'assiette. Et derrière l'assiette, il y a cette jeune femme qui est juste là, Cora. Bon dia. Buenos días. Buenas, ¿cómo está? Muy bien. Elle est galicienne hein, et elle est venue poser ses valises il y a quoi maintenant 2-3 saisons ici? Oui, 3 saisons. Ouais. La rencontre avec Robert Coudray a été déterminante hein, et c'est votre union qui a fait que vous avez eu envie d'ouvrir ce resto. Oui, j'ai rencontré Robert et en fait ça m'a donné très bonnes énergies. Il y avait un joli projet là au resto et comme c'est mon métier. Alors votre métier c'est effectivement de faire de la cuisine mais ça a aussi été un peu de voyager, de faire du piano. Vous avez eu 1000 vies. Alors vous avez quoi, une trentaine d'années? Oui, 32, ouais. Et ce que vous aimez, c'est cette cuisine qui vient de la terre. D'ailleurs, regardez un peu. Tout ça, ça vient d'ici, ça vient du jardin. Oui, tout ça, c'est du potager. De là où nous sommes. Hein. Évidemment, donc je reconnais des courgettes, du thym. Ça, c'est quoi? Courgettes jaunes. Courgettes jaunes. Hein. Oui. Et des fleurs. Ouais, c'est pour faire des bouquets? Non, c'est pour la mettre dans l'assiette aussi. Parce qu'on mange les fleurs. Hein. Oui, on mange les fleurs. Ouais, tiens, on va aller faire un petit tour dans cette rangée-là. Tout ce que vous avez ici, ce sont des légumes qui vont passer dans votre cuisine, dans l'assiette hein. Effectivement, on essaye d'utiliser les plus possibles les légumes de notre potager. Ça, c'est du fenouil. Hein. Oui. Tiens, hop, ça, je mets ça. Voilà. Celui-là, il est mûr, non? Bah oui, celui-là. Est-ce qu'on essaye de se le faire hein? Allez. J'y vais? Je fais quoi? Je tire dessus? Tire. Ouais. Voilà. Le fenouil. Hein. Que vous allez préparer comment, Cora? Bah, je vais sûrement faire mariner hein, pour faire une petite sauce avec. D'accord. Voilà. Comment est-ce qu'on peut déterminer, on va remonter par là-bas, tiens, dans cette petite allée-là, comment on peut déterminer votre cuisine? On aime bien les mots comme inventive, colorée, tout ça, mais... Bah, c'est un peu ça en fait, avec des produits bio, des saisons, et on travaille beaucoup avec des producteurs locaux. Regardez donc si elle n'est pas belle, cette assiette locale. Hein. Ça, c'est le type d'assiette qu'on peut avoir au Resto des Prés. J'ai l'impression qu'il y a 1000 saveurs. Il y a évidemment des tonnes de couleurs. Et puis alors, ça ne doit pas être mauvais. Racontez-moi un peu ce que vous avez préparé. Bah, ça, c'est l'assiette composée, notre Bouddha Bowl. Donc, on essaie de faire un beau mélange au niveau nutritionnel et à niveau saveur aussi. C'est bon. Du coup, il y a toujours des... Ça est sucré un peu? Ouais, c'est un petit peu sucré. C'est une recette taïwanaise, parce que j'utilise des recettes un peu partout. D'accord. C'est une recette grecque, voilà. Et du coup, toujours avec des céréales et des légumineuses. Voilà, on a aussi des boulettes de tofu au cumin, des petites poivrons grillés, des crudités toujours aussi, et des fleurs. Et des fleurs. Ah, c'est quoi ça comme fleurs hein? C'est un souci. Ah, c'est génial. Moi, l'idée de manger les soucis plutôt que de les subir, ça va être ma résolution de cette année. Bon, je vous laisse hein, parce qu'on a un petit truc à terminer. Ça vous dit l'équipe de venir goûter? On va poser ce outil là, puis on va se la faire cette assiette. Hein. À la semaine prochaine. Hein.
Merci Sylvie. Bah oui, ça nous dit de venir goûter. Évidemment, on se rendra là-bas, tout près de l'univers du poète ferrailleur. Alors d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus, il y a ce livre publié aux éditions Bretagne Insolite. Très très joli ouvrage qui retrace bien la poésie de Robert Coudray. Et puis l'univers du poète ferrailleur fermera ses portes le 4 novembre pour cette saison. Alors profitez-en pour y aller d'ici là. Voilà, merci beaucoup Sylvie. On va maintenant se tourner vers un autre poète qui nous a rejoint, un poète de la nature. Bonjour Pierrick. Bonjour. Avec vous, on va parler du plus célèbre des itinéraires de randonnée breton, le GR34, mais parce qu'il fête en plus en ce mois de septembre ses 50 ans. Oui, le GR34, c'est le chemin littoral, ce qu'on appelle le sentier des douaniers, qui fait le tour de la Bretagne. Si on le déroulait complètement, ça ferait 2000 km. Eh oui, si vous avez l'intention de le faire, en gros, c'est le tour de la Bretagne en 80 jours. Hein. Ah ouais. Et donc, il fête effectivement ses 50 ans, puisque la première portion qui a été défrichée et balisée, c'était en 1968 dans les Côtes d'Armor. Et puis, c'est aussi l'occasion de rendre un hommage au pionnier, à celui qui est à l'initiative des sentiers de grande randonnée en Bretagne, Émile Orin. Voilà. Alors, le circuit que vous allez nous proposer ce matin, c'est un circuit du Bec à l'Âne, entre le Vivier-sur-Mer et le Mont-Dol. C'est comme ça que vous nous avez présenté les choses. Oui, le circuit du Bec à l'Âne, donc c'est dans la baie du Mont-Saint-Michel. C'est 20 km facile. Hein. Alors, je devrais plutôt dire 19 km 500 facile. Et les 500 derniers mètres. Voilà, si on veut prendre, non, c'est au milieu. Hein. Si on veut prendre une image cycliste, on peut dire que voilà, l'étape du jour est une étape de plat facile, avec la difficulté de l'étape, c'est l'ascension du Mont-Dol, classée en première catégorie quand même. Donc on va commencer cette balade au Vivier-sur-Mer, sur le sentier littoral, sur la digue de la Duchesse-Anne. Qui est donc cette immense digue de 30 km qui longe toute la baie, qui a été édifiée sur un cordon littoral naturel de dunes, de galets, et bon, alors qui remonte pas, qui date pas du XVIe siècle comme son nom pourrait le laisser supposer, mais bien plus loin. Elle a sans doute été édifiée au XIIe, peut-être même au XIe siècle, donc elle va être bientôt millénaire cette digue. Son intérêt, c'est que elle a évidemment permis de récupérer des milliers d'hectares de terres extrêmement riches côté terre donc de la digue, où on voit encore d'ailleurs beaucoup de maraîchage aujourd'hui extrêmement fructueux. Et puis ce circuit il va nous faire justement cheminer sur ces cultures, au milieu des cultures, au milieu des haies plantées de saules ou de peupliers, et puis aussi à travers des petits canaux de drainage un petit peu partout. Très joli en tout cas. Alors on va aborder maintenant justement l'étape de montagne. Eh oui, la vraie difficulté. 500 mètres un peu compliqué. De la journée. Voilà, c'est quand même une vraie difficulté. Alors c'est le Mont-Dol. Bon. C'est le Mont-Dol, cette colline rocheuse là qu'on voit de loin, faite de roches basaltiques qui ont été les seuls à résister à l'érosion, qui est au milieu de ce paysage totalement plat qui mesure 65 mètres de haut. Et on va donc aborder le chemin dans le village, au pied du flanc sud, pour grimper sur le sommet, rejoindre un vieux moulin, une chapelle. Il y a même un petit étang au sommet du Mont-Dol. Et bien évidemment, c'est le point de vue exceptionnel, puisqu'on voit au loin la baie. On voit aussi tout autour les marais, avec les deux parties, le marais noir qui est plus côté des terres, et puis le marais blanc entre le Mont-Dol et la mer. Alors, la dernière partie de la randonnée revient au bord de la baie et traverse le Vivier-sur-Mer, le fameux. Et oui, le Vivier-sur-Mer, charmante localité, avec toutes ces petites maisons de granit gris qui sont étalées tout du long de la digue. Et on raconte d'ailleurs que c'est là qu'aurait débarqué Saint Samson, le premier évêque de Dol, au VIe siècle, à l'embouchure du petit fleuve qui s'appelle le Guyou. Le port du Vivier-sur-Mer a longtemps été le port du pays de Dol, qui faisait beaucoup de cabotage avec l'Angleterre, avec l'Espagne, avec l'Afrique. Et en 1954, ils se sont reconvertis à une nouvelle activité. Ce sont les moules de Bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel. Et alors, il n'y en avait pas, c'était pas spécialement un endroit fait pour ça, mais ils ont importé des naissins de la côte atlantique. Et puis, ils ont commencé cette mytiliculture dans la baie qui a pris beaucoup d'ampleur, puisqu'aujourd'hui, la baie du Mont-Saint-Michel, c'est pratiquement un quart de la production nationale française de moules de Bouchot.
Avec évidemment le succès qu'on connaît, ça les a amenés à travailler beaucoup plus loin dans la baie, donc à reconvertir aussi leur matériel. On a vu apparaître récemment donc ces bateaux amphibies qui permettent de s'affranchir de la marée haute. Et puis, ils ont quand même gardé les anciens tracteurs agricoles avec lesquels ils ont commencé l'activité. Ils les ont reconvertis donc, pour en faire des outils de visite de la baie. C'est un moyen de terminer cette balade, c'est de faire une visite éducative avec ce qu'on appelle la Mytilly mobile, qu'on trouve à la Maison de la Baie au Vivier-sur-Mer, et en même temps aussi peut-être terminer la balade sur une note dégustative, pourquoi pas, hein, des moules de bouchon. Merci beaucoup, Pierrick. Vous connaissiez les uns les autres ce coin? Une partie de ce sentier, oui. J'ai fait cette randonnée. Et les 500 derniers mètres, ça a été? Vous avez l'air d'avoir survécu, mais bon, ça a l'air d'aller. Bon, merci beaucoup en tout cas, Pierrick, pour cette jolie idée de sortie pour ce week-end, tiens, par exemple. Allez, une fois qu'on sera allé à la balade avec Brassens, pour terminer en beauté, on fait la balade. On fait une autre balade, donc. À la pêche aux moules. À la pêche aux moules, exactement. Moi, je ne veux plus y aller, maman. Ils m'ont pris mon panier, maman. Alors, cette balade avec Brassens, elle est participative aussi. Elle sera participative dimanche. De quelle façon? Dites-nous tout. Effectivement, pour la première fois, nous organisons une chorale ouverte à 12h30 pour permettre à tout le monde effectivement de bien démarrer la balade en compagnie des copains Tabor. Donc c'est une chorale de Rennes qui a présenté trois chansons, donc toutes fort connues de Brassens. Donc on aura le parapluie, le thème de cette année, on aura les copains d'abord, et puis on aura les bons publics. À chanter tous ensemble, avec peut-être 2 autres chansons qui suivront. Donc tout le monde est invité à venir vous rejoindre. Tout le monde est invité effectivement dès 12h30, en précisant bien qu'il y aura de la restauration. Et pour la première fois aussi, nous aurons des menus végétariens, parce que c'était une forte demande du public les années passées. Alors maintenant, on va parler du stationnement et de l'accès. Là, c'est le petit hic. Vous voyez, c'est votre étape de montagne à vous. Donc, votre petit monde à vous. Notre petit monde. Effectivement, il n'y a pas de parking à proximité de la promenade Georges Brassens. Donc on y accède, je rappelle, par l'avenue Monseigneur Moisy et la rue de l'Abreuvoir pour se rendre directement sur la promenade Georges Brassens. Mais cette année, on peut inviter, on invite sérieusement les personnes à aller se stationner sur le parking gare qui existe désormais avec 1000 places, gare de Rennes. Il y a 750 mètres à pied à faire, donc si vous avez une bonne condition physique, il n'y a pas de souci, ça sera fléché parce que à chaque édition, on nous dit mais on a tourné pendant 2 heures, on n'a pas trouvé la moindre place à 3 km à la ronde pour pouvoir venir écouter Brassens. Donc évitez cela. Ça vient de très loin en fait, les gens viennent de... ça vient de toute la Bretagne, Normandie, Pays de Loire, voire de région parisienne. Oui. D'ailleurs, on va lancer un petit questionnaire pour connaître la provenance des personnes qui seront présentes cette année. Alors il y aura également des parkings vélos pour les gens qui viennent un petit peu moins loin, on va dire. Voilà. 200 places. 200 places de parking vélo que la ville de Rennes a conçues et qui serviront bien entendu à d'autres manifestations de la ville de Rennes. Donc c'est la première fois que la ville de Rennes aura autant de parking vélo pour une manifestation mis à disposition. Il y a des vélos parce qu'avec Brassens, avec mon petit vélo, j'avais l'air d'un con. Donc Exactement. Je vous sens bien parti, Karl. On va continuer le quiz Brassens. Justement, ça tombe bien. Alors, quel est le titre de la chanson dont est extraite cette phrase? Chemin faisant que ce fut tendre, d'ouïr à deux le chant joli que l'eau du ciel faisait entendre. Je pense que là, si vous ne savez pas, Serge y sait, forcément. Alors? Moi, je suis hors-jeu. Donc c'est la chanson, c'est le thème de... C'est le thème de cette année. C'est le thème, c'est le parapluie. Oui. Voilà. Allez, en 1969, Georges Brassens accorde une interview en compagnie de 2 autres personnalités. Lesquelles? Brel et Ferré. Voilà, qui a été immortalisé par une magnifique photo, bien toujours, connue. D'ailleurs en vente, il est toujours dans les best-sellers. Une photo qui marche toujours. Superbe. Terminé, un bon petit diable. La suite de l'expression, un bon petit diable. Je vous donne 3 possibilités. S'en alla au village, sans qui de son âge ou à la fleur de l'âge. Là. Alors? Travailler son sujet. Bon, à la fleur de l'âge. Voilà. Mais c'est quelle chanson? Eh bien, je ne sais pas. Ça y est, vous m'avez eu pour le quiz. C'est bon, ça y est, hop. En quelle année est-il décédé, Georges Brassens? 81, effectivement. Pour qui a-t-il écrit l'Auvergnat? C'était pour le compagnon de Jeanne. Exactement. Oui. Marcel Planck.
Et puis on va terminer avec quelque chose de plus d'actualité. Quel jeune chanteur fait référence à Georges Brassens dans une de ses chansons? Pas facile à dire. Ici, Brassens, il donne le nom de Brassens. Ouais. Alors c'est Kenji Girac, Maître Gims ou Claudio Capéo? Capéo, ça paraît plus cohérent, non? Oui. Non, c'est Kenji Girac. Eh voilà. Comme quoi, ça m'amène à vous poser la question de l'actualité finalement de Georges Brassens. Il est éternel. Enfin, chez les jeunes aussi aujourd'hui, vous sentez un engouement, un véritable engouement? Le plus jeune chanteur aura 13 ans, enfin a 13 ans. Et toutes les éditions, on a effectivement des groupes qui ont moins de 20 ans qui sont sur scène. Toutes les éditions. De quelle façon est-il perçu, Georges Brassens, justement, par la jeune génération? C'est quoi? Alors, effectivement, c'est le côté poésie qui plaît beaucoup. Et puis, beaucoup d'écoles de musique aussi apprennent des accords de Brassens qui sont quand même beaucoup différents des autres à la guitare. Et c'est souvent comme cela. C'est par leur prof de musique que beaucoup de jeunes découvrent, ou bien par la partie familiale, les parents, les grands-parents, etc. Mais dans les jeunes avec qui on a pu discuter, effectivement, ils nous disent souvent que c'est par les accords de guitare qu'ils ont découvert Brassens. Bon, ben voilà, comme quoi Brassens est bien éternel, ça se confirme. On rappelle donc que la balade avec Brassens se tient jusqu'à dimanche dans la métropole rennaise. Alors n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, la programmation sera sur le site internet baladeavecbrassens.fr. Voilà. Et donc vous attendez combien de personnes à peu près? Combien de visiteurs? Alors pour dimanche, environ 7000, 7500. Et puis avec toutes les personnes qui viendront dans Brassens en bar, on atteindra peut-être les 10 000. Ben vous viendrez nous en parler l'année prochaine, on verra ça. Dans 2 ans. Dans 2 ans, c'est vrai. L'année prochaine, peut-être qu'il y aura Brassens dans les Côtes d'Armor. Mais on ne sait pas encore. Vous nous direz ça. Ben vous reviendrez l'année prochaine pour Brassens dans les Côtes d'Armor. Voilà. Merci à tous les deux. On va maintenant passer à la rubrique cinéma avec vous, Karl, parce que chaque semaine, vous nous présenterez votre film coup de cœur. Alors, celui-ci est sorti mercredi et il s'appelle Photo de famille, un film dont on entend énormément parler. Hein. C'est le film qui fait le buzz en ce moment. On le voit un petit peu partout. On peut peut-être commencer par regarder la bande-annonce du film. C'est ce qu'on va faire, et puis on en parle juste après. On ne devait pas se retrouver devant le métro. Quelle heure il est? 22. Oh, t'as raison. C'est à quelle heure l'enterrement? J'ai aucune envie d'y aller. Personne n'a envie d'y aller. Bonjour maman, ça va bien? Qui est encore celui-là? C'est ton fils, Pierre. Ah oui. Tu as entendu ce qu'elle a dit, mamie, tout à l'heure? Je voudrais mourir à Saint-Julien. Mais elle a peut-être pas envie de mourir tout de suite, si. Ok, d'accord, c'est bon, laissez tomber. Mais très néposée quand même. Votre grand-mère est sortie de chez elle plusieurs fois. Bon, c'est quoi l'idée? Vous voulez la mettre dans une maison de vieux, c'est ça? Non. Ah si, c'est un peu ça quand même. Oui, c'est un peu ça. Ça doit pas être facile tous les jours, hein, parce qu'ils sont pas tous étanches, quoi. Pardon? Eh ben, on pourrait la prendre à tour de rôle chez nous. Quoi ça sert d'entêter comme ça? Et je m'entête parce que j'aurais adoré que ma mère s'entête pour moi. Moi, j'ai besoin qu'on se rassemble pour être entière, pour être calme. N'empêche, quand on s'intéresse à elle, elle est contente. Mais je m'intéresse à elle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je lui fais ses courses toutes les semaines, je lui fais livrer son repas de midi. Tu fuis, là. Tu fuis comme tu as toujours fui, d'ailleurs. Je sais que c'est pas facile pour toi, mais j'aimerais bien que tu me reconnaisses. De l'enfant, je me souviens que de Saint-Julien. Tu te rappelles, Elsa, comment on attendait ça? On n'aura pas tout raté, finalement. Non, pas tout. Très, très joli film. Enfin, en tout cas, moi, pour l'avoir vu, hein, c'était lacrymal, on va dire ça comme ça. Voilà, plein d'émotions. Oui, effectivement, c'est considéré comme le film plein d'émotions de la rentrée, comme je le disais, effectivement, un film qui fait le buzz. C'est une chronique familiale sur une famille très dysfonctionnelle, quasiment jusqu'à la caricature. Les parents sont des parents héritiers de mai 68 qui ont décidé, quand ils se sont séparés dans les années 70, que chacun garderait une partie des enfants. Alors un système évidemment qui a fait totalement exploser la famille. Les enfants ne se voient pas, ne se parlent pas, n'ont même pas envie d'entendre parler les uns des autres. Et puis l'événement qui va tous les rassembler, c'est le décès du grand-père et surtout le fait que la grand-mère commence à perdre la tête, qu'elle est atteinte d'une dégénérescence mentale et qu'elle a une idée fixe, c'est de retourner mourir dans le village de Saint-Julien, qui est son petit village où la famille
c'était les rares moments où ils étaient tous unis. Et face à ça, eh bien, cette famille qui est totalement décomposée va devoir se recomposer. Alors il y a un casting 5 étoiles évidemment pour ce film, hein. Vanessa Paradis, Camille Cotin, Jean-Pierre Bacry, Chantal Lobby, Pierre Deladonchamp qui est moins connu mais qui est formidable. Tous les acteurs sont vraiment justes. Ce qu'on peut remarquer dans ce film-là, nous on ne se pose pas comme critique de cinéma dans cette émission, mais justement si on fait un petit peu le tour des critiques qui ont pu sortir à la sortie du film, c'est extrêmement contrasté. C'est assez rare de voir ça pour un film. Par exemple, dans le magazine Première, on dit « Cette photo de famille jamais tire larme, séduit ». À l'inverse, dans Télérama, ils sont très durs, comme souvent dans Télérama. Pierre Murat dit « Film mignon, gentil, aseptisé, visiblement fait pour séduire et émouvoir ». Donc c'est un peu le film un peu tiroir-caisse, et ça marche effectivement, mais un peu formule. Le Parisien dit « Certaines scènes et dialogues sont géniaux, d'humour, de tendresse et de fantaisie », tandis que Libération dit que le film est totalement impersonnel dans sa réalisation. Où est la vérité dans tout ça ? On vous invite à vous faire vous-même votre idée, à aller le voir, et surtout préciser 2 choses. C'est d'abord la justesse profonde de ce film et du jeu des acteurs. Ils ont tous été, enfin disons que les dialogues ont été pensés pour ces acteurs-là. Cécilia Rouault, la réalisatrice, dit qu'elle a écrit les dialogues en pensant à Bacry, en pensant à Vanessa Paradis. Et ça se sent, ça se sent. C'est-à-dire qu'on est vraiment au cœur, au sein d'une famille. Et puis, s'il y a peut-être pas une morale, mais au moins un message qu'a voulu faire passer la réalisatrice, c'est sans doute de dire « N'attendez pas demain ». Ne reportez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, surtout au niveau de la famille, parce qu'on a tous des blessures dans les familles, mais on apprend à vivre avec, et puis rassemblons-nous, mais c'est aujourd'hui, parce que demain il sera peut-être trop tard. Et ça nous rappelle cette parole, je finis un petit peu sur de la philosophie évidemment, Sénèque disait une chose très proche, Sénèque disait « Hâte-toi de vivre, il est plus tard que tu ne penses ». C'est un peu le message du film aussi, hâtons-nous de vivre, hâtons-nous surtout de nous aimer les uns les autres. Très beau message. Vous parlez bien, vous. Oh là là. Ouais, je dois le dire aussi. Allez, c'est presque la fin de cette émission. C'est maintenant l'heure du débriefing. On attend que Catherine nous rejoigne tout de suite avec guitare, sans guitare, sans guitare. Sans bon, guitare. ok. Mais attention, oh là là, on va s'échauffer pour... c'est quand la chorale? À 12h30, c'est Dimanche. Dimanche. On va prendre un peu d'avance. Ah bah oui, je vous propose un petit échauffement. Vous connaissez tous l'air. En tout cas, j'ai changé un peu les paroles, vous allez voir. Mais à 8h, ça serait trop tôt. À 13h, ça serait ballot. Ça tomberait pendant les infos, 9h50, c'est le bon moment pour une émission de divertissement. La bonne heure, c'est 9h50, ça c'est le premier paragraphe un peu faillotte. Mais bon, ici on parle vraiment de tout, même des gens qui font pas coucou en voiture. Ça arrivait même à Kant. On vous balade même en musique. Grâce à notre cher ami Pierrick, on peut se dégourdir les jambes à 9h50. Pour les poètes, c'est la bonne heure, qu'ils soient chanteurs ou ferrailleurs. La bonne heure, c'est 9h50. On vous dit au revoir en chanson, et même canavo en breton. Le bonheur, c'est 9h50, Merci. Merci beaucoup, Catherine. Voilà, écoutez, que vous dire qu'on a eu beaucoup de bonheur à faire cette émission spéciale Brassens. Quant à vous, on vous souhaite un excellent week-end. On se retrouvera lundi. Merci de nous avoir suivis. On recevra Maric Fèvre, qui est co-auteur de l'ouvrage qui fait le buzz en cette rentrée, La souffrance de l'entrepreneur. Et oui, chef d'entreprise, c'est pas toujours facile. Il me reste juste 20 secondes pour vous signaler au niveau du cinéma qu'il y a l'avant-première du Quatuor à Corne ce dimanche 9 septembre au cinéma à l'Arvor, rue d'Entrain, à Rennes, avec 2 séances, l'une à 11h et l'une à 16h, suivie d'un goûter. C'est assez sympa comme idée. Tarif unique de 4,50 €. Ce sera en présence de la réalisatrice Emmanuelle Gorgiard et du réalisateur Benjamin Bottella. Sachez également qu'il existe une version en bretonne coproduite par France 3 Bretagne. On est bien là. Bon week-end à vous. À lundi. Ciao.